Qui dit profondeur de champ dit Orson Welles. Citizen Kane est une enquête sur la personnalité du citoyen Kane, un homme de pouvoir, riche et puissant. Mais à la fin du film, dans les faits, rien n'aboutira. La réponse à l'énigme est plutôt à chercher dans la mise en scène de Kane. Regardez-le dans cet extrait-là. Comme le veut sa position sociale, il se trouve toujours au centre de la mise en scène. On le retrouve, plus jeune, ici, en train de danser, ou encore plus jeune, là, dans la neige. Il est l'objet de tous les regards, de toutes les discussions. Mais Orson Welles nous le donne visuellement comme un homme diminué. En le plaçant dans la profondeur du champ visuel, totalement net, le réalisateur inverse les rapports de taille. Cette grande profondeur de champ nous livre donc le secret de la personnalité de Kane. Elle est là, juste sous nos yeux. Kane n'était donc pas l'homme fort qu'avaient fait de lui les médias dans l'histoire du film, mais plutôt une victime de l'argent, une marionnette du capitalisme. La ressortie en DVD Blu-ray de Soy Kuba de Mikhail Kalatosov, un film qui contient certains des mouvements de caméra parmi les plus acrobatiques de l'histoire du cinéma, nous a donné envie de faire dans Blow Up un petit point sur la question. Alors prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'exemples à citer. Car si certains films, par exemple le India Song de Marguerite Duras, sont notoirement composés de plans fixes, oui, encore. D'autres au contraire multiplient les mouvements divers et variés, à commencer par le mouvement optique, c'est-à-dire le zoom, comme dans La Fureur du Dragon de Bruce Lee, mais la caméra peut également pivoter sur son axe en un panoramique, comme celui fameux à la fin du Crime de Monsieur Lange de Renoir, et puis la caméra peut se déplacer, en hélicoptère dans l'ouverture de Shining de Kubrick, ou plus récemment dans l'ouverture de Tom à la ferme de Xavier Dolan. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. La caméra peut également se déplacer en train, comme à la fin du Temps du loup de Michael Haneke, en voiture, comme dans La peau douce de Truffaut, en téléphérique, comme dans New York de Raymond Depardon, ou encore, exemple célèbre, en triporteur dans À bout de souffle de Godard. New York Herald Tribune. Sinon, autre possibilité, les mouvements de grue très fréquents au cinéma, un exemple parmi tant d'autres dans Le Ténèbres de Dario Argento, ce complexe mouvement de caméra qui relie, accélérons un peu, on est obligé, deux femmes, victimes potentielles du tueur. À part ça, il y a la caméra portée à l'épaule, notamment dans des scènes d'action, comme dans à peu près tous les films de Paul Greengrass, Capitaine Phillips en tête, ou les mouvements moins heurtés tournés à la Steadicam, une technique notamment popularisée par le Shining de Kubrick encore lui. Enfin, il y a le travelling avant, cher à Gus Van Sant, notamment dans Elephant, travelling arrière, cher à Stanley Kubrick, toujours lui, notamment dans Les Sentiers de la Gloire, et puis le travelling de gauche à droite dans Weekend de Godard, le travelling de bas en haut en ouverture de l'enfance d'Ivan de Tarkovsky, le travelling circulaire, par exemple celui du Martha de Fassbinder, et puis le travelling vu de très haut dans le Snake Eyes de Brian De Palma, et le travelling au niveau du sol dans The Wall d'Alan Parker, sans oublier le travelling compensé, mélange de travelling avant et de zoom arrière inventé par Hitchcock dans Vertigo, sans oublier la caméra qui se renverse lors du cauchemar de Steve McQueen dans Papillon, et puis le mouvement en spirale à la fin d'Irréversible de Gaspard Noé, etc., etc., etc. Voilà pour l'énumération. Mais maintenant, une autre question, pourquoi faire bouger la caméra au cinéma? Dans quel but? Pour quel sens? Eh bien, le mouvement de caméra est par exemple souvent utilisé dans le tout premier plan d'un film, pour mieux plonger ses personnages et ses spectateurs dans la fiction, avec une certaine douceur dans La prisonnière du désert de John Ford, avec ce travelling discret invitant le personnage à entrer dans la fiction, ou plus violemment au début du Dernier Tango à Paris, avec ce mouvement de caméra brutal illustrant l'instabilité du personnage de Marlon Brando, etc., etc. Mais encore, eh bien le mouvement de caméra illustre parfois le vide, le deuil, la douleur, par exemple celle de l'hôpital d'Hiroshima dans Hiroshima mon amour. Le travelling peut également illustrer la dépression et le vide existentiel, comme dans Un homme qui dort de Georges Perec et Bernard Quezanne. Mais à l'inverse, le mouvement de caméra signifie souvent au cinéma l'agitation, l'effervescence, par exemple celle d'une cuisine traversée par Ray Liotta au bras de Lorraine Bracco dans Les Affranchis de Scorsese, ou l'ébullition d'un studio de télévision dans le Magnolia de Paul Thomas Anderson que l'on découvre en un mouvement de caméra à la Steadicam. Enfin, n'oublions pas le bouillonnement intérieur, fréquemment illustré par un mouvement de caméra,
comme ici vers la fin de La couleur de l'argent. Enfin, en termes d'ébullition et d'agitation, il y a la fameuse bagarre homérique filmée en un lent travelling de gauche à droite dans le Old Boy de Park Chan-wook. À part ça, un cliché qui a trait au cinéma d'horreur, le mouvement de caméra anxiogène qui épouse très souvent le point de vue d'un tueur, cliché notamment popularisé par John Carpenter dans Halloween, et un cliché parfois détourné, notamment dans le film Cujo, où ce travelling apparemment subjectif nous fait croire que la menace, en l'occurrence un chien, est dissimulée derrière la caméra, alors que ce chien va en fait surgir face à nous. Enfin souvent le travelling au cinéma signifie l'ellipse, c'est dans Frenzy, la violence d'un meurtre qui s'évanouit dans un long, très long travelling arrière. C'est dans le même ordre d'idées, dans La fille coupée en deux de Chabrol, le sexe suggéré par un pudique mouvement de caméra. Je voudrais que tu m'embrasses. Un tic de mise en scène parfois parodié, notamment par Michel Hazanavicius dans OSS 117, avec la complicité d'Horatica et Jean Dujardin. Bref, si on ajoute l'Arche russe d'Alexandre Sokourov et ses visites au musée de l'Ermitage en de longs mouvements de caméra, si on ajoute les travelling chers à Max Ophuls, par exemple en ouverture de La Ronde, sans oublier les plans séquences chers à Bellatar, notamment dans les harmonies Werkmeister, et si on ajoute le travelling au niveau de l'eau dans Le rêve de Stalker de Tarkovsky, et enfin le mouvement de caméra des enchaînés d'Hitchcock qui part d'un plan large pour se concentrer sur un détail, en l'occurrence une clé dans la main d'Ingrid Bergman, on peut dire que les mouvements de caméra sont au cinéma partout, et même parodiés par Mel Brooks dans Le Grand Frisson, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleurs mouvements de caméra de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par les fondamentaux avec L'Aurore de Murnau. Un mari s'apprête à quitter le foyer familial pour des rencontres plus secrètes dans la forêt, filmées en travelling, l'un des premiers plans séquences virtuoses de l'histoire du cinéma, et pour nous, toujours l'un des plus beaux. Notre numéro 4 concerne Brian De Palma, lequel a filmé de très nombreux plans séquences. Notre préféré se trouve à la 50e minute de L'Esprit de Caïn, un long monologue récité dans les couloirs d'un commissariat de police, filmé en un plan de 4 minutes sans coupe, dont voici un petit échantillon où l'on s'apercevra que ce ne sont pas les escaliers qui vont freiner Brian De Palma. The original personality forgets it ever happened. How could his loving parent do such a terrible thing? And he creates an alternate personality. This becomes the person it happened to. He is the one who suffers the pain for all the rest. Built-in fall guy. You do something bad, the other personality takes a rap. Sounds very convenient. Straight ahead. It is not a psychological state one wishes to acquire. Every time there is another trauma, there may be another personality. Pretty soon there are scores of them running around inside your head. Notre numéro 3, il existe dans l'histoire du cinéma quelques fameux travelling à 360 degrés, comme celui-ci dans le studio son de John Travolta dans Blowout, ou celui-ci dans la chambre de Mark Wahlberg dans le Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. Mais le plus beau se trouve pour nous dans le désert de la cicatrice intérieure, avec Philippe Garrel et Nico.
Notre numéro 2, attention spoiler, la fin de Profession reporter de Michelangelo Antonioni, un mouvement de caméra lent, très lent, qui part de la chambre de Jack Nicholson pour bientôt rejoindre Maria Schneider et la police à l'extérieur, un plan séquence dont voici un petit échantillon, où l'on s'apercevra que ce ne sont pas les barreaux d'une porte-fenêtre qui vont freiner Antonioni. Enfin, terminons ce top 5 par une évidence. De nombreux films s'ouvrent par d'impressionnants plans séquences, chez Johnny To, chez Brian De Palma ou chez Robert Altman, mais le maître en la matière reste évidemment Orson Welles avec l'ouverture de La Soif du Mal, La Frontière mexicaine, Un attentat à la bombe, bientôt la présentation de Janet Leigh et Charlton Heston, un plan unique long de 3 minutes qui n'a pas pris une ride et que voici dans son intégralité. You folks American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Barely your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got You're an American citizen, miss? No, I got the ticking noise. Yeah, okay. No, really, the Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you
you realize I haven't kissed you in over an hour? ¿Qué pasó? No sé, un carro explotó. Mike, what happened? That car that just passed has exploded. The car? How could it do that? I don't know. I'll have to try to find out. You'd better not come any closer. We'll have to postpone that soda. I'm afraid. En quelques décennies, Superman au cinéma a pris beaucoup de muscles. Mais il a aussi perdu ses couleurs, à tel point qu'on ne distingue presque plus le slip rouge qu'il porte par-dessus son costume bleu. Pareil du côté des séries. On dirait que les personnages de la série Ozark n'ont pas vu le soleil depuis des années. Sur les réseaux sociaux, certains ont même baptisé cette tendance « couleur boue ». En fait, on pourrait presque dater un film à partir de ces couleurs. Mais vous êtes tout décoloré. Quoi? Décoloré? J'ai vu passer le terme de patine monocorde. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de blockbusters et qui témoigne d'un affadissement en fait de l'esthétique de ces films. Mais pourquoi les couleurs ont disparu au cinéma ? En fait, cette tendance aux couleurs ternes n'est pas tout à fait nouvelle. Elle date du tournant des années 2000 avec un événement qui a changé la face du monde. Le 11 septembre 2001 a profondément marqué l'industrie du cinéma avec ses images de gravats et de poussière grise qui hantent les films des années 2000. Le cinéma américain a développé des sujets et donc adopté des tonalités plus sombres au niveau de l'image pour se donner un sérieux, pour couper aussi avec tout ce qui était années 80 et 90, qui était un cinéma américain tourné vers l'action ou l'enfance, la nostalgie. Donc il y avait du cinéma coloré d'un côté et des cinémas avec des personnages en couleur interprétés par Schwarzenegger ou Bruce Willis. You're driving with no hands! I think it's easy if you practice a lot and never ever do it in heavy traffic. Donc il y a eu Spielberg qui a fait ce genre de film dans les années 2000, c'est sa trilogie avec Minority Report, il y a eu La Guerre des Mondes et Munich, donc qui étaient des films avec une esthétique très grise. Il y avait aussi Nolan qui arrivait après, qui a fait The Dark Knight, où carrément il y a une scène de prise d'otage qui rappelle les attentats dès l'introduction. Après le 11 septembre, le cinéma aurait donc perdu cette insouciance qui caractérisait les années 1990. Il aurait évolué vers quelque chose de plus réaliste et de plus adulte. C'est particulièrement vrai dans un genre de film qui explose à cette époque, le film de super-héros. Les films de super-héros à une époque étaient très proches des comics qui étaient dessinés avec beaucoup de couleurs. C'est à partir notamment de Matrix, qui est une forme de film de super-héros en réalité, mais aussi des films qui ont suivi. Les X-Men de Bryan Singer, par exemple, étaient des films qui étaient déjà dans une forme de colorimétrie tirée vers le bas, ce qui permettait en fait de croire en leur existence cinématographique et de pas simplement les voir comme cette espèce d'icônes bédéiques projetées dans le médium filmique. C'est aussi des films qui se vendent sur un traitement de plus en plus sombre. Le dernier Batman, c'est exactement ça. I'm vengeance. Si les films sont plus ternes, c'est aussi à cause de leur montage de plus en plus rythmé. Au début des années 2000, certains réalisateurs comme Michael Bay ou Tony Scott s'illustrent avec un montage frénétique dans l'action. L'ultra-montage de ces films des années 2000 paraît ne pas pouvoir cohabiter avec des colorimétries très fortes, très accentuées, des couleurs très, très saturées, parce que l'œil, à chaque plan, doit s'habituer à une couleur. Et si on avait des couleurs extrêmement saturées dans des films comme ça, très, très découpés, l'œil serait sans doute constamment sollicité pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, alors que si on a une sorte de lissage de la couleur de manière générale, il est plus facile d'opter pour des montages comme ça, assez découpés, assez syncopés, assez cut. Lisser les couleurs pour éviter un effet stroboscopique et une crise d'épilepsie, c'est gentil de penser aux spectateurs. Mais les années 2000 correspondent aussi à une révolution technique qui bouleverse le cinéma et la façon de filmer, le numérique. En fait, les caméras numériques changent complètement la manière de travailler des étalonneurs, les techniciens chargés d'homogénéiser la couleur des films en post-production. Avant, avec la pellicule, les étalonneurs retravaillaient les couleurs de l'image plan par plan. Avec le numérique, c'est un peu différent. Il y a dans ces caméras des systèmes de captation, de capteurs en fait, de couleurs qui sont extrêmement sensibles, mais surtout qui permettent tout simplement de capter des informations lumineuses de façon la plus neutre possible, en fait. C'est-à-dire de régler la caméra de manière à ce que les informations qui soient captées ne soient pas justement trop saturées en couleurs. Et cette captation un peu neutre, ce qu'on appelle le fichier RAW dans les caméras numériques,
va permettre en fait par la suite en post-production de gérer ou de concevoir la couleur différemment. Pour faire simple, on capte une image très pâle sur notre caméra et on applique un filtre préétabli pour redonner une couleur harmonisée. L'un des films pionniers de cette technique, c'est O Brother des frères Coen, sorti en 2000. Le long métrage repose sur une correction colorimétrique pensée sur l'ensemble du film pour donner à l'image une couleur jaune un peu comme du foin séché, alors que le film a été tourné dans la verdure luxuriante du Mississippi. Mais si les images sont devenues ternes au cinéma, c'est aussi à cause de l'influence de la publicité. Au début des années 2000, tout le monde se met à travailler avec ces fichiers RAW un peu ternes. Dans les agences de pub, il a fallu un long temps d'adaptation pour que les étalonneurs parviennent à traiter ces images brutes pour leur redonner leur éclat. Et c'est ça qui a en fait créé involontairement une esthétique un peu pâle. Les directeurs artistiques s'étaient tellement habitués à cet effet terne, ils ne souhaitaient pas poser un contraste normal et s'étaient mis à apprécier ces tons pastels. Donc on a eu pendant plusieurs années, et ça peut encore perdurer, cette mode des pubs qui était plutôt fade, mais pastel. Et ça s'est aussi répercuté dans les films. Cette couleur terne et sombre a aussi un avantage bien pratique pour le réalisateur: dissimuler les petits défauts de l'image, notamment les incrustations et les trucages. C'était beaucoup plus facile de placer des effets spéciaux pour qu'ils soient moins remarqués, beaucoup plus crédibles, dans de la pénombre et sous la pluie qu'en plein soleil. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le T-Rex de Jurassic Park apparaît dans la nuit sous une pluie battante, ou pourquoi la bataille de Winterfell dans Game of Thrones se déroule dans la nuit noire. D'ailleurs, en parlant de cet épisode, beaucoup de spectateurs s'étaient plaints à l'époque que l'image était si sombre qu'on n'y voyait pas grand-chose. Mais si les images paraissent ternes et sombres, c'est aussi à cause de nos écrans qui ne sont pas toujours adaptés. Vous comme moi, on regarde de plus en plus les films chez nous sur un écran d'ordinateur, voire sur un smartphone. Si vous regardez un film prévu pour du HDR, High Dynamic Range, sur un écran standard, forcément ça risque de vous paraître un peu fade. Mais s'il existe des contre-exemples de réalisateurs qui continuent à tourner à la pellicule pour conserver un éclat vivace, le numérique a définitivement changé notre perception des couleurs. Distinctly heard it. He muttered under his breath, Jew. You're crazy. No, I'm not. We were walking off the tennis court, and, you know, he was there and me and his wife, and he looked at her, and then they both looked at me, and under his breath he said, Jew. Alva, you're a total paranoid. What, how am I a paranoid? I pick up on those kind of things. You know, I was having lunch with some guys from NBC, so I said, did you eat yet, or what? And Tom Christie said, no, Jew. Not did you, Jew eat? Jew? No, not did you eat, but Jew eat? Jew, you get it? Jew eat? Max, you... Stop calling me Max. Why, Max? It's a good name for you. Max, you see conspiracies and everything. No, I don't. You know, I was in a record store. Listen to this. So I know there's this big, tall, blonde, crew-cutted guy, and he's looking at me in a funny way and smiling, and he's saying, yes, we have a sale this week on Wagner. Wagner, Max. Wagner. So I know what he's really trying to tell me, very significantly, Wagner. Right, Max. California, Max. Just forget the hell out of this crazy city. Forget it, Max.